tous. Je parle avec la musique, moi. Non, ça y est, elle se calme. Bonjour à tous. Je suis très heureux de voir des têtes inconnues dans ce stand. Bah oui. Et donc, je présente Olivier Leclèche, avec qui nous allons faire une présentation Bonjour. sur l'évolution des centres de tri depuis quelques années. Et voir où on en est aujourd'hui en termes de centres de tri sur le territoire français. Alors, je vais essayer d'utiliser ça. Pof. Bon. D'accord. Ah, c'est après. Ah, bah voilà, tu vois, tu y étais. C'est vrai. Tu y étais. Ça, c'est moi qui l'ai faite, cette slide. Donc voilà, avec Olivier Leclèche, qui est donc directeur général du CIREDOM. Le parc de centres de tri, comment il est constitué en France? Donc la première fois qu'on a commencé à faire un recensement à peu près précis du parc de centres de tri, il y avait pas loin de 300 centres de tri sur le territoire. On est aujourd'hui à peu près la moitié et on va être autour de 120 centres de tri d'ici quelques années, d'ici 3 à 4 ans. Pourquoi cette évolution? Alors au départ, les centres de tri, donc la collecte sélective s'est mise en place. C'est chaque territoire qui mettait la collecte sélective en place. Et chaque territoire avait besoin de son centre de tri. Donc il y a eu un certain nombre de centres de tri qui ont été construits. Il y en a en gros 300. On s'est retrouvé avec des centres de tri assez disparates, des gros centres de tri par département, et on s'est retrouvé certains départements où les territoires étaient partis un peu en décalé avec des centres de tri de plus petite taille. Et on avait donc effectivement des centres de tri qui n'étaient pas forcément performants, qui étaient, on va le voir après, très manuels, avec des conditions de travail qui n'étaient pas forcément adaptées à ce qu'on souhaitait. Et il était important de faire une évolution et d'optimiser le fonctionnement de ces centres de tri. Donc l'idée était d'essayer de regrouper et de se diriger vers, en gros, plus ou moins un centre de tri par département. Et donc c'est ce qui a été fait et ce qui est en train de se faire, puisqu'on va se retrouver à l'arrivée à 120 centres de tri sur le territoire français, y compris les DOMCOM. Donc c'est plus ou moins un centre de tri par département, sachant qu'effectivement, il y a des gros départements qui peuvent se permettre d'avoir 2 centres de tri, mais sinon, en gros, on va se retrouver avec ce chiffre-là. Pour information, dans les autres pays européens que sont les nôtres, on est en gros à un centre de tri. L'Espagne, l'Allemagne sont à un centre de tri par million d'habitants quasiment. Nous, on va être un centre de tri pour autour de 500 000 habitants. Donc on est encore un peu moins important que l'Allemagne, mais l'Allemagne a effectivement une urbanisation un peu différente de celle de la France, puisque c'est 80 millions d'habitants, mais il y a en gros 80 grosses villes qui font à peu près 1 million. Donc à chaque fois, il y a un centre de tri par grande ville, donc ça fait un centre de tri pour 1 million d'habitants. La taille des centres de tri, alors j'ai fait des moins beaux dessins que Jean a pu me montrer tout à l'heure. Il a fait la même chose, mais il a un roi d'Excel, moi j'y suis un peu moins. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc la partie rouge, alors j'ai essayé de décomposer, alors c'est pas aussi mathématique que ça, mais les centres de tri en 4 catégories. Donc des centres de tri où tout est très manuel, jusqu'au centre de tri où on se retrouve à un niveau industriel avec un certain nombre de machines de tri, mécaniques, optiques. Et on voit que donc au début de notre recensement, donc en 2007, on avait presque une moitié de centres de tri qui étaient exclusivement manuels, avec une partie, un quart, un tiers des centres de tri qui étaient avec un peu de mécanisation, mais quand même très peu de mécanisation. Et on voit que les centres de tri industriels étaient très peu nombreux. Il y en avait 12 sur le territoire, mais c'était l'industriel, c'était assez logique, puisqu'il y avait aussi, c'était le début de la création des machines de tri optique. Donc effectivement, on était encore peu présent dans les centres de tri, les machines de tri optique. Ce qui est complètement différent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec la totalité des centres de tri qui se retrouvent avec des machines de tri optique. Un centre de tri ne peut pas se construire sans machine de tri optique. Donc on se situe dans cette zone-là. Et les centres de tri qui sont effectivement manuels sont amenés à disparaître. Les quelques-uns qui sont ici, si je refais cette présentation dans 4 ans, il n'y en aura plus. Les 4 là auront effectivement disparu. Pourquoi on fait ça?
Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'on le faisait parce qu'effectivement, il y avait des conditions de travail, il y avait un coût important, il fallait optimiser tout ça. Mais il y a aussi une évolution qui a eu lieu, c'est qu'il a été demandé à l'État français a demandé qu'on puisse trier la totalité des emballages dans les centres de tri. Donc, jusqu'il y a 5-6 ans, on ne triait pas tout ce qui était pot de yaourt, tout ce qui était film, tout ce qui était barquette n'était pas trié par l'habitant. Et donc, les centres de tri n'étaient pas conçus, n'étaient pas adaptés pour trier ces produits-là. Une obligation d'État oblige, là, une loi oblige à ce que cette fin d'année, donc d'ici 1 mois et demi, la totalité du territoire français les habitants doivent pouvoir mettre leurs pots et barquettes, leurs films, tous ces emballages qui n'étaient pas prévus précédemment, ils doivent pouvoir le mettre dans leur poubelle jaune. Donc effectivement, les centres de tri ont dû s'adapter pour cela. Et donc pour cela, il a fallu faire tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mettre des machines de tri mécaniques beaucoup plus précises, mettre des machines de tri optiques à l'intérieur des centres de tri. Et on se retrouve effectivement avec, vous voyez ici, une France qui est un tout petit peu bleutée. Et au fur et à mesure de l'avancée des années, pour arriver à la fin de cette année ou au tout début de l'année prochaine, à la totalité de la France qui sera effectivement en extension, hormis un petit département qui se situe à l'extrême nord de la France, où là on aura encore quelques territoires qui n'auront pas eu le temps de mettre en place l'extension de la consigne de tri. Mais on voit que la courbe là va avec, elle travaille un peu en parallèle avec le nombre de centres de tri, puisque il y en a un qui se moque de moi là. Ça devrait être interdit de se moquer des gens qui présentent. La courbe effectivement de la montée en puissance de cette population en extension va à l'inverse de la courbe de nombre de centres de tri sur le territoire. Chaque fois que un territoire veut se mettre en extension, donc sur un département, il peut y avoir 2 ou 3 centres de tri plutôt manuels, et ces centres de tri là se regroupent et décident de construire un centre de tri plus important. Olivier nous expliquera comment ça s'est passé sur son territoire. Et effectivement, il y a un centre de tri plus moderne, avec des machines de tri optiques. Et effectivement, de ce fait, dès l'apparition de ce centre de tri, le territoire peut effectivement donner la consigne à ses habitants de trier les pots de yaourt, les films, et se retrouver effectivement ce qu'on appelle dans le jargon en extension des consignes de tri. C'est-à-dire que on dit à l'habitant qu'il peut trier la totalité des emballages dans sa poubelle jaune. Comment Citeo a aidé les centres de tri, les collectivités locales à mettre en place ce dispositif? On avait des aides à l'investissement qui ont à peu près représenté une centaine de millions d'euros. Donc effectivement, on a financé à hauteur de 100 millions d'euros les investissements dans les centres de tri. On a fait des appels à projets en différentes phases. Donc on a eu, depuis 2018, il y a eu 5 phases d'appel à projets, et les collectivités et les centres de tri ont répondu. Et effectivement, suite à ça, on a sélectionné les centres de tri, et les centres de tri ont en moyenne eu 1 million d'euros de notre part à l'investissement pour moderniser leurs équipements. Voilà, et donc effectivement, il était important la montée en puissance que vous avez vu tout à l'heure. On peut se dire, mais pourquoi une montée en puissance aussi lente? À la limite, c'était assez lent, puisqu'elle s'est faite en 5-6 ans. Le transfert entre les centres de tri qui n'étaient pas capables de trier tous les emballages et ceux qui étaient capables de trier tous les emballages. Mais on ne pouvait pas aller plus vite, hein, parce que les investissements, il fallait trouver des entreprises pour faire ces investissements. C'est pas forcément très facile. Aujourd'hui, ça se pousse un peu au portillon, parce que les entreprises compétentes sur le territoire français, il n'y en a pas tant que ça. Donc elles ont un chiffre d'affaires assez limité, limité, mais limité. Donc effectivement, on ne pouvait pas du jour au lendemain décider que la totalité des centres de tri se mettent à faire des travaux et à moderniser leur équipement. Donc ça, c'était la première chose, des équipements, il fallait les planifier dans le temps. Et deuxièmement, il y avait deuxième chose, c'est que derrière, il fallait aussi mettre en place les unités de recyclage. C'est-à-dire ça ne sert à rien de demander aux habitants de mettre dans la poubelle jaune, de demander aux centres de tri de trier. Si derrière les unités de recyclage ne sont pas présentes, il y a un problème. Donc effectivement, il fallait que tout se mette en place à peu près en même temps. Et aujourd'hui, fin d'année 2022, donc effectivement, tout est prêt. Les centres de tri, peu ou prou, ils vont pouvoir le faire.
Et les unités de recyclage sont également capables de recycler la totalité des produits qui vont sortir des centres de tri. Il y a eu quand même un petit caillou, un petit grain de sable qui est rentré dans le dispositif au cours de l'année 2020. On a fait un bilan de ce qui restait à faire. Donc, et on a regardé quand est-ce que les centres de tri allaient pouvoir être construits. Et on l'a regardé de manière simple en regardant, en se disant quels sont les investissements qu'il y a lieu de faire. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les investissements en 2020, combien il reste d'investissements à faire sur le territoire et quelles sont les capacités pour les entreprises qui fabriquent les process, qui construisent les process de tri, quelles capacités elles vont avoir à faire ces travaux dans le laps de temps pour être conforme à la loi et pour être en extension à fin d'année 2022. Et on s'est rendu compte quand on a fait une photo, donc ça c'est une photo qui a été faite il y a un peu plus de 2 ans, on s'est rendu compte qu'en réalité on dérapait, qu'il y avait des centres de tri qui ne seraient pas prêts fin 2022, alors que la loi imposait que l'extension des consignes de tri soit mise en place pour fin 2022. Donc il a fallu trouver des solutions palliatives. Et donc la solution palliative qu'on a mis en place et qu'on a proposée aux collectivités et qui a été acceptée, c'était de se dire, pendant une durée de 2 ans, 3 ans, donc en réalité on a laissé un peu plus de délai jusqu'à 2025, on va faire des travaux minimes sur les centres de tri existants, travaux minimes qui devraient permettre de sortir une grande majorité des emballages supplémentaires, donc des films, des pots de yaourt et des barquettes. On ne va pas essayer d'être à l'optimum, mais en tout état de cause, le geste de l'habitant, il donnera quand même derrière lieu à un tri et un recyclage d'une grande majorité de ces emballages. Donc voilà ce qui a été fait. Donc là, désolé, c'est aussi le jargon qu'on a utilisé. On a proposé effectivement d'avoir une solution transitoire, d'être pas optimum pendant cette durée de 2 ans ou 3 ans. Mais qui permet effectivement à la totalité des habitants français d'être en extension des consignes de tri ou d'avoir le tri complet à leur domicile. Et voilà, et là j'ai le plaisir, Olivier, de te laisser la parole pour expliquer ton cas particulier du CIREDOM. Donc le CIREDOM, c'est un syndicat de 920 000 habitants, essentiellement en Essonne, avec une petite partie en Seine-et-Marne. Et donc, dès 2018, le CIREDOM s'est engagé dans l'extension des consignes de tri avec la construction d'un centre de 35 000 tonnes. Et ce centre-là s'est avéré assez rapidement insuffisant en termes de capacité, puisque le territoire du CIREDOM, à l'époque, il y a eu de nouvelles adhésions. Et donc, il a fallu réfléchir, dans le cadre d'une délégation de service public, à augmenter notre capacité de tri. La solution qui a été retenue, c'est de construire une seconde ligne de tri. Donc, on a un centre de tri avec 2 lignes physiquement séparées. L'une aujourd'hui capable de traiter 35 000 tonnes. Et dans le cadre de cette délégation de service public, le projet, c'était de construire une ligne de 55 000 tonnes. Donc ça permet à terme d'avoir une capacité de tri de 90 000 tonnes, ce qui place quand même ce centre de tri parmi les gros centres de tri en France. Et l'objectif étant de pouvoir traiter la totalité des collectes sélectives de l'Essonne et une petite partie du Val-de-Marne, puisque nous traitons aussi 10 000 tonnes de la Rivède. Alors ce centre de tri, il est né donc à partir de 2020, en pleine période Covid, donc il y a eu un peu de difficulté à aboutir. Le principe, c'était bien sûr qu'il soit moderne, mais qu'il soit, je dirais, à la fois moderne et efficace. Donc on a privilégié le tri à la source par matière. C'est-à-dire qu'on a placé 2 trommelles. Un premier trommel pour séparer les matières entre 0 et 320 mm, et les matières au-dessus de 320 mm, on les a amenées directement en cabine de tri, de façon à ce qu'elles ne polluent plus tout le tri qui s'effectuera après sur les différentes chaînes. Et donc, une fois qu'on a fait cette séparation, on opère une deuxième séparation physique à travers un second trommel où on va séparer les matières en 3 catégories, de 0 à 120, de 120 à 220 et de 220 à 320. Donc une fois qu'on a ces 3 catégories-là, ensuite on fait passer les matières sur un tri balistique dans lequel on va séparer corps plat. Et enfin, ces matières arrivent sur 12 tri optiques avant d'arriver en cabine de tri. Parce que l'objectif, c'était vraiment d'arriver en cabine de tri avec un travail de la part des agents qui soit plus d'affiner la matière que de trier. Et pour ça, il a fallu effectivement mettre en place
à différents comment dire, systèmes automatiques au préalable. Donc l'objectif, c'est on arrive sur 9 bancs de tri dans la cabine. Il y a 23 trieurs par, comment dire, par période de 7 heures. Alors j'ai oublié déjà. Par poste, voilà, c'est ça, par poste. Donc 23 trieurs par poste. Et l'objectif, c'est d'avoir des tapis qui circulent très lentement, de façon à pouvoir opérer donc une correction de la machine la plus efficace possible. Et enfin, donc une fois que ce tri manuel est effectué, tous les refus sont acheminés sur une boucle et on a installé un robot. Vous voyez ça de plus en plus, c'est des robots dits intelligence artificielle qui viennent corriger effectivement en dernier ressort le tri. Et aujourd'hui, après un an de fonctionnement, on observe qu'on a à peu près 14% de matière valorisable dans les refus. Ce qui, par rapport aux objectifs fixés de 20%, est quand même très encourageant. Voilà, donc ce centre de tri est opérationnel depuis maintenant un an. Il a coûté 17 millions d'euros. Et l'objectif, bien sûr, c'était de trier 55 000 tonnes, mais aussi de faire en sorte que l'ergonomie des agents de tri soit optimisée. Donc on est sur des postes à positionner à 45 degrés sur la bande triante. Et ils ont bien sûr des aérations spécifiques. Ils peuvent régler la hauteur de leur poste de travail et éventuellement aussi intervenir sur la vitesse de défilement du tapis en fonction de ce qu'ils sont amenés à rencontrer. Donc l'objectif, c'est avec une lumière aussi qui s'approche le plus possible de la lumière du jour. Donc ça a été un investissement qui a été relativement important, mais qui aujourd'hui permet des conditions de travail qui sont très éloigné de ce que Éric Froment vous a expliqué au début de l'histoire des centres de tri, où on mettait quand même les argentrières dans des solutions beaucoup plus pénibles. À retenir aussi dans un centre de tri, de plus en plus, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est la protection incendie. C'est que c'est des équipements où il y a beaucoup de matière. Vous avez sûrement entendu parler d'incidents liés à des incendies. Et on a été confronté de par nos assureurs, il y en a de moins en moins qui sont disposés à assurer les centres de tri, avec des contraintes qui s'avèrent quand même sur le plan financier de plus en plus importantes. Et donc lorsque vous êtes amené à vous poser la question du centre de tri, bien sûr l'ergonomie des agents doit être étudiée, mais il y a aussi maintenant la protection incendie parce que c'est en millions d'euros. Sur les 17,2 millions, il y avait à peu près 1,5 million qui était prévu, et avec les exigences qu'ils ont venu compléter, il a fallu rajouter 1 million. Donc vous voyez quand même, c'est non négligeable. Sur ces investissements-là, il y a une chose qui n'a pas été prise en compte, c'est que le bâti existait déjà. Donc on a vraiment construit le process et la protection incendie. Et donc aujourd'hui, on se satisfait puisque les résultats sont au rendez-vous. Et on tient aussi à souligner que parmi les financeurs, Citeo a répondu présent puisque nous a financé sur les 17 millions d'euros, 950 000 euros et la région à hauteur de 220 000 euros. Voilà. Merci Olivier. Je vais essayer de ne pas battre mon record. Dans une soirée, une fois, j'ai cassé 2 chaises. Là, pour l'instant, j'en suis qu'à une, donc c'est bon. Pardon. Donc, il s'est passé aussi un changement important il y a 2 ans ou 3 ans. Un peu plus même maintenant, 4 ou 5 ans. Il a été créé sur le territoire français le flux développement. Alors qu'est-ce que c'est ce nom barbare ? On s'est rendu compte à ce moment-là, il y a 4 ou 5 ans, que les standards, les produits qui étaient triés par les centres de tri ne permettaient pas le recyclage derrière forcément et entraînait, par exemple, on mettait les barquettes à l'intérieur des bouteilles avec les bouteilles PET et donc on s'est rendu compte derrière les recycleurs qui utilisaient cette matière sont venus nous voir en disant ça pose un problème parce que ces barquettes-là viennent rendre difficile le recyclage de nos bouteilles. Donc il faut faire quelque chose.
Donc on a travaillé avec la totalité des parties prenantes sur le territoire, donc les professionnels du tri, les professionnels les collectivités locales, l'État, pour essayer de trouver une autre solution. Donc la solution a été de se dire, on garde des matières, donc on connaît parfaitement le recyclage de celles-ci. Donc on a gardé 2 matières plastiques dont le recyclage existait depuis de nombreuses années et on n'a pas voulu modifier du tout le recyclage de ces matières-là. Donc ces 2 matières plastiques, alors pour les initiés, c'est les bouteilles en PET et donc ça c'est les bouteilles d'eau plates et les bouteilles de PEHD, ça c'est tout ce qui est produits lessiviels, les bouteilles de couleur produits lessiviels. Donc ça, le recyclage a été installé depuis de nombreuses années, est efficace. Donc on l'a laissé comme ça et tout le reste, on a créé un flux qu'on a appelé flux développement. Et dans ces produits-là, on a mis tout le reste des emballages plastiques rigides. Et ces emballages plastiques, on s'est dit, on les prend et on va faire un tri complémentaire dans des centres de tri spécialisés. Et derrière, on va sortir un certain nombre de catégories de produits. Donc aujourd'hui, on en sort entre 7 et 8. Et ces produits-là, on alimente l'industrie du recyclage avec ces différentes matières. Comme cette activité avait un coût, puisque la reprise de ce flux développement à la sortie du centre de tri, contrairement à tous les autres produits qui ont une valeur à la sortie d'un centre de tri, les produits ont une valeur marchande. Ce matériau-là à la sortie du centre de tri n'a pas de valeur marchande. Il y a un coût pour arriver entre les travaux qu'il y a, le transport, le surtri qui a lieu de faire et l'éventuelle vente matière des produits qui sont sortis du surtri. Tout ça, c'est un bilan négatif. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de sociétés privées classiques qui ont envie de prendre une activité qui est négative. Donc Citeo, de par sa mission de développer le recyclage, donc effectivement a pris ses responsabilités et a décidé et a proposé, et il a été accepté, de s'occuper de ce flux développement. Donc ce flux développement, les premiers centres de tri qui ont produit du flux développement étaient en 2020. Donc vous voyez, il y a une petite barre de 4 à 5 000 tonnes de flux développement que nous avons repris et nous avons trié et recyclé derrière en 2020. Pour arriver à cette année, on va se situer à environ 30 000 tonnes et on va doubler les tonnages l'année prochaine puisqu'on va se retrouver avec environ 60 000 tonnes de flux développement à trier et à recycler sur l'année 2023. Alors pour faire ça, jusqu'à aujourd'hui, on utilise les centres de tri modernes. Tout à l'heure, j'ai parlé des centres de tri industriels. Donc on essaye d'utiliser des centres de tri industriels qui ont une marge qui n'était pas à pleine charge et qui voulait bien travailler pour nous. Donc on a passé des marchés avec ces gens-là pour trier les tonnes. Mais on arrive aujourd'hui à une saturation. On a trouvé effectivement les 30 000 tonnes. On a trouvé des centres de tri qui étaient capables de trier 30 000 tonnes, mais on en a pas plus. Donc on a lancé un appel d'offres il y a un peu plus d'1 an, et pour faire construire des unités de tri pour ce flux développement. Donc il y a eu 3 lauréats dans ces unités-là. Donc c'est 3 nouveaux centres de tri de surtri spécifiques, donc très modernes, avec un nombre important de machines de tri optique. Et ces centres de tri, donc là, ils sont situés dans l'est de la France. Donc il y en a un à Épinal, un autre à Beaune et un autre à Mende. Je m'écarte, comme ça vous voyez la carte. Et c'est des centres de tri qui vont ouvrir pour le premier au printemps de l'année 2023, celui de Beaune. Fin d'année 2023, ouvrira le centre de tri à Épinal. Et courant de l'année 2024, celui de Mende ouvrira à ce moment-là. Et avec ces 3 équipements-là, on aura 70 000 tonnes de disponibles de flux développement qui pourront être triés sur ces centres de tri-là. Et on continuera toujours à la marge à travailler avec les centres de tri qui nous ont suivis et qui nous ont accompagnés depuis le début pour effectivement, puisque à terme, on estime aujourd'hui à terme, lorsque toute la France produira du flux développement, qu'on aura environ 100 000 tonnes de flux développement à trier sur le territoire français. Voilà, on nous avait dit une demi-heure, il est 32. Hein, c'est pas mal. Et donc maintenant, c'est à vous les questions. Alors toutes les têtes que je ne connais pas, chacun est obligé de poser une question. Hein. Et comme je ne connais personne de l'Assemblée. Bonjour,
Merci beaucoup pour la présentation, très très claire. Moi, je voudrais savoir s'il y a eu un travail entrepris par Citeo sur la partie information du consommateur, à part ce qu'on peut avoir déjà avec la signalétique Triman qui incombe plutôt aux metteurs sur les marchés. Est-ce qu'il y a eu un travail en amont justement avant cette date butoir de janvier? Voilà, merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux reformuler la question? C'est est-ce qu'il y a eu une information du grand public? Information des consommateurs justement à comment trier les emballages, etc. Alors, il y a un accompagnement communication des collectivités depuis des années par Citeo qui travaille avec un certain nombre d'acteurs publics pour aider les collectivités justement à délivrer les bons messages en communication de proximité. Donc ça fait depuis un certain nombre d'années. C'est un travail de proximité qui est fait par les équipes régionales. Pareil, il y a des responsables communication en région, les directeurs régionaux, toutes les équipes régionales. Donc là-dessus, il y a un gros travail de fond qui est fait effectivement avec les collectivités pour les aider à délivrer le bon message au bon moment à la bonne personne. Et puis, il y a aussi des campagnes de communication qui sont faites tout au long de l'année, des campagnes de communication nationales que vous pouvez retrouver. Voilà. D'autres questions? On a dû être très clair, Olivier. Oui, ça doit être ça, ouais. On a été très clair. Bah merci, bonne journée Merci. à vous, bon salon.